Bonsoir à vous tous, Ahlan wa sahlan, et quel plaisir d'être parmi vous mes amis en direct de Canal Algérie comme tous les dimanches après-midi. Vous savez que ce dimanche c'est le dernier numéro avant Ramadan, Inch'Allah, avec beaucoup de bonheur tout au long de ce mois de Ramadan. Vous allez découvrir de très belles choses. On aura aussi un autre programme qui s'intitulera Al-Qa'da. Il y aura le grand retour de l'émission Al-Qa'da pendant Ramadan, où il y aura vraiment de très beaux plateaux, de très belles choses, que vous allez découvrir cette Algérie qui avance avec beaucoup de jeunes, la jeunesse à l'honneur et du patrimoine matériel et immatériel. Pour ce dernier numéro avant le mois de Ramadan, mes amis, on avait aussi envie de revenir sur un événement qui s'est déroulé au Centre international de conférences, la semaine passée, et nous avons eu justement, nous avons le plaisir de recevoir avec nous M. Farid Kerbouch. M. Farid Kerbouch qui est donc docteur en histoire et en préhistoire. Vous êtes directeur du CNRPH ici à Alger, et c'est vous en fait qui défendez pas mal d'initiatives liées au patrimoine immatériel à l'UNESCO. C'est vous qui prenez en fait le dossier Algérie. Vous vous déplacez donc sur Paris pour défendre le projet, notamment de la Cheddat Lemsenienne, Ahlil, Limzad, Rokb, Sidi Cheikh, Sbou. Sbeiba. Il y a eu aussi récemment le couscous. Il y a eu aussi les Kielma. Kielma, exact. Et aussi le couscous. Et le dernier, la dernière initiative, le couscous. Le couscous s'est fait comment? Est-ce que vous vous êtes déplacé ou il y avait c'était une période Covid? Non, le couscous c'était juste avant le Covid. D'accord. Donc on l'avait déposé en 2019. Et donc il fallait le déposer physiquement à Paris, à l'UNESCO. Il y a tout un rituel, donc signer les dossiers sur place, etc. Donc avec notre ambassadeur à Paris. Et c'était le dernier dossier que nous avons déposé physiquement. Donc juste après, tout a été gelé. C'est-à-dire tous les dossiers de classement à l'UNESCO sont envoyés maintenant par voie électronique, donc à cause du Covid. Voilà. Et là, donc, je disais, hein, vous êtes aussi dans l'archéologie, la préhistoire. Vous avez été aussi, vous avez été porteur de grands dossiers où l'Algérie est devenue également, j'allais dire, un véritable témoin autour de l'histoire et de la préhistoire. Absolument. Effectivement, donc le CNRPH, donc le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique, donc s'occupe de plusieurs thématiques, notamment donc tout ce qui concerne la préhistoire et l'archéologie préhistorique. Et à ce titre-là, nous avons plusieurs chantiers de fouilles en Algérie. Et donc différentes équipes se déplacent régulièrement pour faire donc des travaux sur le terrain et des travaux de laboratoire et donc des recherches qui aboutissent après à des publications. Et nous avons donc un des sites majeurs en Algérie qui est celui de Ain Bouchrit, où nous avons tout à fait récemment, fin 2018, mis en évidence donc, des datations très anciennes. Donc ce site-là est placé aujourd'hui comme un des berceaux de l'humanité. Ain Bouchrit, donc il se trouve dans quelle wilaya? Il se trouve dans la wilaya de Stif, donc dans la région de l'Ulma, pas très loin de Stif, donc une trentaine de kilomètres. Et c'est un site où on a découvert des vestiges qui remontent donc à 2,4 millions d'années, des vestiges donc laissés par les hommes préhistoriques, les tout premiers êtres humains, genre homo comme on dit. Donc on a trouvé des outils lithiques, c'est-à-dire des objets fabriqués à partir des pierres. Et c'est vous qui avez pris ce dossier en fait, ce projet de recherche, donc, il est abrité au CNRPH. Il est dirigé par le professeur Mohamed Sahnouni. Et donc tous les chercheurs aussi du CNRPH participent aux fouilles et aux travaux de laboratoire. Donc c'est une découverte très importante que beaucoup d'Algériens ne connaissent pas encore, mais il est très important de le dire justement dans des émissions comme celle-ci, pour que les Algériens s'approprient leur histoire, leur patrimoine, et en sont fiers aussi, parce que ce n'est pas rien d'être un des berceaux de l'humanité. Absolument, et surtout quand on sait aujourd'hui que, par exemple, il y a Ain Lahnesh aussi. C'est ça, Ain Lahnesh et Ain Bouchrit, c'est quasiment le même site. Seulement Ain Lahnesh, il est un peu plus tardif par rapport à Ain Bouchrit, c'est-à-dire la datation d'Ain Lahnesh, c'est 1,8 million d'années. Nous sommes face à une civilisation dite achélienne,
Donc, c'est des hommes préhistoriques un peu plus évolués que les tout premiers de Ain Bouchrit, où ils ont fabriqué des outils un peu plus élaborés, etc. Oui, oui. Mais ça reste des hommes préhistoriques, primitifs, etc. Les tout premiers hommes qui ont peuplé la planète. Mais c'est extraordinaire de savoir que dans notre pays, nous sommes témoins en fait d'une présence aussi importante et aussi lointaine par rapport à l'histoire de l'Algérie, que nous sommes un peuple qui a connu des civilisations, qui a hérité aussi de beaucoup de choses. Absolument. En fait, l'Algérie est un pays vraiment exceptionnel de ce point de vue-là, parce qu'il a participé à l'évolution de l'humanité depuis le début, de l'émergence de l'homme, jusqu'à maintenant. Et à toutes les époques justement de son histoire, nous avons été présents et nous avons participé en fait à l'émergence de grandes civilisations préhistoriques et même historiques. On pourra même parler des périodes historiques où l'Algérie a joué un rôle très important au niveau du bassin méditerranéen, etc. Oui, oui. Et là, on disait donc pas mal, le dernier événement, c'est le couscous, on le sait. C'est ça. C'est l'Algérie qui a finalement déposé, c'est vous-même. Hein, donc, absolument. Vous avez déposé donc le dossier lié au couscous. Voilà. Qui est un plat traditionnel connu et reconnu Absolument. chez nous en Algérie. Il est présent ailleurs. Tout à fait, absolument. Nous étions le royaume de la Numidie. C'est ça. En fait, le lien avec la Numidie, on l'a établi avec la céréaliculture, c'est-à-dire le début de la pratique de l'agriculture céréalière, mais à une échelle industrielle. Hein. Ça s'est passé donc à l'époque de la Numidie, du royaume numide, mais ce que nous avons découvert tout à fait récemment aussi, c'est que la céréaliculture, dans ses débuts, elle remonte 3000 ans avant la Numidie, c'est-à-dire aux époques préhistoriques. Et ça, c'est aussi, on va dire, un scoop, parce que beaucoup d'Algériens ne le savent pas. Donc, au niveau d'un site, une grotte préhistorique qui se trouve dans la région d'Arbou, où je dirige moi-même les fouilles, nous avons découvert des fossiles de blé et d'orge domestiques, c'est-à-dire cultivés par les hommes préhistoriques. Donc c'est la première fois qu'on a la preuve scientifique qu'il y a 5000 ans, en Algérie, nous avons cultivé des céréales. Donc beaucoup plus tard, c'est-à-dire 3000 ans plus tard, donc il y a 2000 ans maintenant, par rapport à l'actuel, on connaît en Algérie donc un royaume qui est très, très important, qui est le royaume de Numidie. À sa tête, un des grands rois connus, c'est Massinissa. Alors, pourquoi ce royaume a retenu notre attention par rapport au dossier couscous? Parce qu'à cette époque-là, la culture de blé est devenue quasiment industrielle et la production, on va dire algérienne, même si le terme n'existait pas à l'époque, était tellement importante que Massinissa exportait du blé à l'étranger. Donc, il fournissait même du blé aux armées romaines et on faisait même des dons. On a des traces dans une île en Grèce qui s'appelle Délos. C'est une île sacrée, un peu l'équivalent de la Mecque un peu maintenant. Et elle abrite le temple d'Apollon. Et au niveau de cette île-là, donc il y a des moines qui enregistrent sur des tablettes de marbre tous les dons qu'ils reçoivent des souverains de l'époque. Et nous avons donc découvert des dons qui ont été faits par Massinissa. Il a envoyé des dons de blé à plusieurs reprises à cette île de Délos, donc gratuitement bien sûr. Et en reconnaissance donc à Massinissa, ces moines de cette île ont fait des emprunts bancaires pour lui confectionner une couronne en or et ont aussi érigé à son honneur des statues. Au niveau de cette île de Délos, nous avons encore les soubassements de ces statues où c'est bien écrit en l'honneur de Massinissa, fils du roi Gaïa, etc. etc. Et c'est des statues qui sont placées très près du temple d'Apollon, c'est-à-dire pour dire à quel point il était important à l'époque. Voilà, donc ce dossier donc, nous permet de faire un peu un retour sur notre histoire et valoriser ça. On a partagé cette sélection avec les pays voisins. En fait, parce que la tradition culinaire du couscous, c'est une tradition amazighe, berbère, et comme on le sait tous, c'est toute l'Afrique du Nord à l'époque, aux époques anciennes, était un ensemble homogène, donc c'est des populations qui s'expriment dans la même langue, qui avaient la même culture, donc c'est pour ça qu'on retrouve ces traditions culinaires un peu partout maintenant, en Afrique du Nord, y compris en Mauritanie. Maintenant, le sud de l'Europe, c'est tout à fait récent. Par exemple. La Sardaigne, la Sicile, effectivement, c'est parti de chez nous. Hein. Donc, c'est des traditions un peu récentes.
Maintenant, le couscous, il est même international. On le trouve dans tous les restaurants du monde. Non, mais je voulais dire par là que, par exemple, au sud de l'Italie, ça fait partie de leur patrimoine. Ah oui, bien sûr. Le couscous. Pas comme un héritage en France, par exemple, où on peut trouver ça même partout. Mais je voulais dire par là qu'en Italie, ça fait partie aussi. Oui, même le fameux, ce qu'on appelle nous le berkoukes, on le retrouve aussi chez eux dans des grands événements religieux, Pâques, etc. Absolument. Où ils consomment ce gros grain qui ressemble beaucoup au berkoukes. Oui, ça veut dire c'est couscous en gros. Exactement. D'ailleurs, le suffixe ber veut dire gros. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que même quand on avait déposé le dossier du couscous, on avait reçu même des lettres de soutien venant d'Italie pour dire que nous aussi, c'est un patrimoine qu'on souhaiterait qu'il soit classé, même au nom de l'Afrique du Nord, l'Algérie et les autres pays du Maghreb. Mais ils ont bien mentionné que c'est une tradition auquel ils tiennent beaucoup et qui, bien sûr, est partie de là. Ils le savent très bien. Est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport pour que l'Algérie soit aussi porteuse de ce projet, hein? Bien sûr, c'est toujours ces questions du patrimoine, elles sont toujours sensibles, etc. Absolument. Mais tous les pays du Maghreb ont joué le jeu, ils ont tout à fait confié à l'Algérie donc la coordination de ce dossier, et c'est tout à l'honneur de l'Algérie, bien sûr. Bien sûr. Avant cela, il y a eu, bien entendu, Kiel et Numa. Voilà, en 2018. On les appelle exactement les mesureurs d'eau. Oui. C'est une pratique aussi très très particulière qui se fait au sud. Absolument. En fait, c'est un savoir-faire qui est lié à la répartition de l'eau dans les oasis. Ce n'est pas les Fougara. Non, les Fougara font partie, on va dire, de ce système-là. Oui. Les Fougara, donc c'est plutôt les puits, c'est la partie matérielle, on va dire. C'est la construction. C'est pas ça qui a été classé, mais ce qui a été classé, donc le Kielilma, c'est tout le savoir-faire lié à la répartition de l'eau. Parce qu'il y a toute une arithmétique, des calculs, etc., très savants qui sont hérités de génération en génération. Et ce savoir-faire est détenu par des maîtres. Et c'est eux, donc les Kielilma. Kielin, ça veut dire mesureur d'eau. Donc ils ont même des outils très anciens, très traditionnels, donc des petits, on va dire des cylindres avec des anneaux de diamètre différents, justement pour contrôler le débit d'eau et le répartir d'une manière équitable en fonction des différents vergers, des différentes propriétés. Et surtout, en fait, c'est réparti en fonction de l'investissement de chaque fellah, on va dire. Ceux qui donnent plus, donc ils vont recevoir un débit plus important, etc. Donc c'est tout un savoir-faire qui peut disparaître si on... Est-ce qu'ils existent encore, ces mesureurs d'eau? Ils existent, il y a une vingtaine. Dans quelle région? La Tidikelt et Touat. Ils existent encore. Dans la région d'Adrar. Ah, voilà, exactement. Il y a encore une vingtaine à une trentaine de mesureurs d'eau. Et justement, l'idée de classer cet élément, c'est une mesure de sauvegarde. D'ailleurs, tous les classements à l'UNESCO, ce sont des mesures de sauvegarde. C'est pour attirer l'attention sur ces savoir-faire et dire qu'il faudrait les entretenir, les maintenir le plus longtemps possible pour qu'ils soient connus des générations futures. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout à fait utiliser d'autres techniques modernes pour l'irrigation. Mais c'est très important de sauvegarder ce patrimoine immatériel. De sauvegarder et de dire aussi... Et le perpétuer. Le perpétuer, tout à fait. Et ça fait partie des valeurs aussi du développement durable. Il y a eu la Chedda Tlemcenienne, tout à fait. l'Imzad, Ahlil, l'Esbour, la Sbeiba, donc toutes ces fêtes rituelles qui sont organisées donc, dans les ressorts, à l'occasion de pèlerinages dans les mausolées, certains mausolées, certains saints, certains soufis. Voilà, c'est un héritage très important. Alors, pour revenir au couscous, justement, nous avons un reportage autour du couscous aux herbes de Blida. Très bien. En cette période de printemps, vous savez, monsieur Kerbouche, on va dans il y a beaucoup de pique-niques, il y a des rituels un peu partout en Algérie, que ce soit en Kabylie, que ce soit au sud de l'Algérie, vers la région de Sétif. À travers tout le territoire national, pendant la période du printemps, on sort, on fait des pique-niques, et puis c'est aussi l'occasion de rendre visite aux saints patrons des régions, Ziyarat el-Wilia. C'est aussi pendant cette période du printemps. Et on sait que dans la région de Blida, Médéa, le grand Algérois, il y a cette tradition du couscous belhelhel, qui est assez particulier. Et c'est notre cher collègue Siham Kednouch qui revient sur ce sujet. Le printemps est là, bien installé.
Dame Nature se réveille, chacun s'affaire à ses tâches. Notre tâche à nous est de suivre Wahida et ses amis pour la cueillette de plusieurs plantes afin de rouler le couscous. Un couscous aux plantes aromatiques, très célèbre dans la région. Les Blidéens l'appellent حمامة. هنا رانا نلقطوا في الحمامه هذا الوريقه. C'est de la lavande. La lavande est très importante pour le couscous d'Al Hammama. Mais il faut dire qu'il ne suffit pas d'utiliser de la lavande ou le halhal. Chez nous, on utilise beaucoup d'autres plantes aromatiques qu'on trouve ici en pleine nature, comme les feuilles d'olivier, le thym, l'origan. Et ça donne un goût assez spécial. Par exemple, nous avons du lentisque, de la lavande, des feuilles de chêne, d'olivier. Parfois, on arrive à une centaine de plantes, et parfois une soixantaine. Tout dépend de ce qu'on peut trouver en forêt. Après la cueillette, il faut nettoyer et puis triturer ces plantes afin d'obtenir une poudre avec laquelle on roulera notre couscous. من بعد كيف تنا خرجوا في السيارة هذا. لازم نديروا له شي هكا شويه سميد باش ما يتعجنش مع بعضها ومن بعد نعاودوا نزلقوه نديروا له هكا. Un mélange d'herbes qui donne à la hammama une couleur noirâtre et un arrière-goût plutôt amer. Pour les connaisseurs, un filet d'huile d'olive adoucit le plat. Certains aiment bien ajouter du sucre. الحمامه هذه تفيد الانسان. Elle est bonne pour la circulation sanguine et elle protège des maladies même si on en mange une fois par an. كامل من المرض كي ياكلها مره واحده في العام. Un plat ancestral, une tradition qui perdure. Rien à dire, le hammama est pour les Blidéens un incontournable mets du printemps. Voilà, c'est un rituel, tradition, des traditions en cette période de printemps, que c'est que ce soit helhel, hammama pour certains, c'est aussi avec plusieurs plantes également. Hein. Donc, et c'est aussi une façon d'accueillir le printemps et de se débarrasser, vous savez, de toutes les toxines que nous avons avec le froid, le problème aussi de bronche. C'est un couscous qui est un peu amer, donc on l'accompagne en général en le saupoudre de sucre avec du petit lait, un peu d'huile d'olive et pour certains, pour ceux qui aiment. Et c'est très 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 bon pour la santé. Très bon pour la santé. C'est vraiment bénéfique pour la santé et ça nous met dans de bonnes conditions. Il y a un côté énergisant également dans ce fameux couscous. Puisqu'on revient à ce couscous avant cela, avant d'être nommé là où vous êtes, donc Monsieur Kharbouch, vous avez été donc du côté de Béjaïa, dans cette fameuse grotte. Tout à fait. Vous étiez dans cette grotte combien d'années? Alors, les recherches dans cette grotte qui s'appelle la grotte de Geldaman, donc près d'Akpo, ont débuté en 2010 et se poursuivent jusqu'à maintenant. Donc, c'est des recherches qui concernent une période de la préhistoire qui s'appelle le néolithique. Cette période, c'est la période durant laquelle l'homme a abandonné le mode de vie de chasseur-cueilleur et devient producteur de sa subsistance. Agriculteur. Voilà, par la pratique de l'agriculture et l'élevage surtout. Donc, on a en évidence tout ça, et avec des datations très précises, au carbone 14, et on a mis en évidence, donc, y compris le cadre climatique de l'époque, dans quel cadre ils vivaient, paléo-environnemental, quelles étaient les plantes de l'époque, et même toute la faune sauvage aussi de l'époque, et surtout, bien évidemment, sur le plan culturel, quels étaient les outils qu'ils utilisaient, que ce soit des outils faits sur base de roches, des silex, ou même des outils fabriqués à base d'os. Donc ils avaient un certain nombre d'outils faits à base d'os, des poinçons, des aiguilles, etc. Et surtout aussi une poterie très abondante, très richement décorée,
faites selon les techniques traditionnelles. Est-ce que parmi ces poteries, il y a des poteries qui existent aujourd'hui? Justement, oui, là, il y a des poteries en fait qui existent encore dans certaines régions, à Tlemcen, etc., à Bider par exemple, où il y a des femmes potières qui fabriquent des poteries selon les mêmes techniques ancestrales et préhistoriques que nous avons mises en évidence. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faites autour, mais modelées à la main, etc., avec plusieurs techniques dites au colombin. Enfin, elles sont modelées, faites à la main. Il y a toute une technologie, justement, un savoir-faire qui est transmis de génération en génération, qui est encore là, qui est arrivé. Le décor est aussi exceptionnel. Donc, généralement, c'est un décor imprimé, c'est-à-dire il y a différents types d'outils, des poinçons, etc. On imprime des décors avec une certaine régularité tout autour de la poterie. On peut utiliser aussi des techniques d'incision, c'est-à-dire on va tirer sur la pâte tant qu'elle est fraîche encore, laisser des empreintes, donc des lignes de différentes formes. Oui. Donc tout ça, on l'a découvert. Alors, puisque c'est vous qui défendez le dossier Algérie à l'UNESCO, hein, Monsieur Kharbouch, vous êtes donc vraiment bien placé pour savoir comment est-ce qu'on présente un dossier qui est lié à notre identité, à notre patrimoine. Aujourd'hui, nous savons que le rail, c'est un patrimoine algérien. Tout à fait. Il y a un dossier qui est en train de se préparer pour aller à l'UNESCO et défendre le rail. Il est déjà déposé, ça y est. Il y a à peine une semaine et demie à peu près. Fin mars. Une semaine et demie, il est déjà donc déposé. Donc ce rail qui fait partie de nous, qui fait partie de notre patrimoine algérien. Aujourd'hui, défendre ce patrimoine immatériel, comment que ça se passe, comment que ça se présente? Alors justement, en fait, le dossier du rail, il y a eu pas mal de polémiques qui ont circulé dans les réseaux sociaux, etc. Mais il faudrait préciser à tous les téléspectateurs que nous n'avions pas comme objectif de déposer un dossier algérien, parce que l'algérianité du rail est une question qui est évidente, elle ne se discute même pas. Et d'ailleurs, il est même, on va dire, circonscrit à une région bien précise de l'Algérie, qui est l'ouest de l'Algérie. Parfois, il y a même des querelles entre Sidi Bel Abbas et Oran, ils se disputent un peu la paternité. Donc, c'est pas ça, en fait. Le dossier, on s'est concentré pour la constitution de ce dossier, pour montrer que c'est un patrimoine immatériel, universel, qui mérite d'être classé. C'est pour ça que nous avons été jusqu'à chercher les origines du rail dans le Bedoui, par exemple, et tous les instruments traditionnels utilisés par les chiours, comme le gasba, le gellal, qui continuent jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et même tout le corpus des textes qui sont dans le rail, toutes les rsida, etc., qui sont également encore utilisés dans des chansons modernes du rail. Tout à fait, absolument. Le melhoun. Le melhoun qui a été aussi utilisé dans le shabi. Absolument. Donc c'est ça qu'on avait mis en évidence dans le dossier, c'est pour montrer que c'est un patrimoine ancien, bien que le rail existe dans sa version moderne actuelle, avec les différents shabi, shabat, etc. Mais c'est ça qu'on avait mis en évidence. Et quand on sait aussi que, par exemple, Cheikh Harimiti, aussi, qui est aussi une diva de la chanson algérienne et de l'ouest du rail, un rail particulier, c'est-à-dire que elle avait un style, mais c'est aussi du rail. Absolument. Et ça, on l'a mis aussi en évidence dans le dossier pour montrer le rôle de la femme aussi, et surtout de ces chikhats qui ont osé transgresser certains codes, etc. Et ça, on considère que c'est quand même important pour que la voix de la femme soit entendue et que ses préoccupations aussi soient un peu retenues et acceptées et respectées. Et ça, on va dire, elle a joué un rôle important de ce point de vue-là, Cheikh Harimiti, par exemple. Et ça, on l'a bien dit dans le dossier. Et ça rejoint certaines valeurs de l'UNESCO, justement, de vivre ensemble, de liberté, d'égalité homme-femme. Donc tout ça, c'est important à mettre en avant. Et c'est une particularité qui a existé que dans l'Oranie aussi. Absolument. Ce vivre ensemble, cette mixité profonde. C'est vrai, c'est tout à fait, on l'a constaté dans le rail, effectivement. Et c'est lié, c'est assez complexe. Hein. Les sociologues, les anthropologues s'intéressent à cette question. Il y a aussi, on va dire, la dualité entre le rural et la ville. Dans le rural, les codes sont clairs et nets, etc. Et quand des populations rurales arrivent en ville, à l'occasion de l'exode rural justement,
Là, les habitudes changent et ils s'adaptent un peu au contexte de la ville. Ils s'installent parfois à la périphérie de la ville. Il y a des conditions économiques assez difficiles. Donc, pour se distraire aussi, voilà, ils accèdent à nouvelles, on va dire, à des comportements nouveaux, etc. C'est pour ça c'est assez particulier, cette question du rail. Elle est fortement connectée à cette dualité rurale-citadin. Je vous disais que le rail est aussi comme patrimoine universel, mais il est important de savoir que le rail est algérien. Ah oui, ça voilà. C'est... Dans le dossier, en fait, on n'a pas essayé de démontrer que le rail est algérien parce qu'il est algérien. Et personne ne le conteste. Et tous les chercheurs, parce que c'est un sujet qui a attiré beaucoup de chercheurs, et nous avons d'ailleurs fait dans le dossier une liste bibliographique. Il y a même des anglophones qui se sont intéressés à ce sujet. Et la question donc on va dire de l'origine du rail, elle ne se pose même pas. Évidemment, c'est un patrimoine algérien qui est maintenant exporté un peu partout aussi. Dans le monde, donc on le trouve un peu partout, il est bien apprécié parce qu'il y a justement cet esprit rail qui répond à certains besoins très profonds, psychologiques, etc. Et c'est ça qui fait son succès. Et dans le patrimoine immatériel, M. Khabouch, il y a aussi la présence du cheval et du rôle du cheval, et notamment la fantasia ou aussi le rokb. Le rokb est lié aussi au mawsam, il est lié aussi à la ziara. Ah, très bien. N'est-ce pas? Effectivement. Oui. Alors, vous avez bien fait de mettre un peu sur ce sujet-là, qui est donc tout ce qui est jeux équestres, etc., les fantasias, qui est une pratique très vivante maintenant. Mais, à mon avis, c'est presque, j'en suis quasiment certain, elle tient ses sources aussi dans un lointain passé. Alors là, je reviens aussi au royaume numide pour évoquer le rôle très important qu'a joué la cavalerie numide pendant les grandes guerres, on va dire entre guillemets mondiales de l'époque, entre Rome et Carthage, etc. Donc la cavalerie numide, justement, était très connue et fameuse. Et les souverains de l'époque, Massinissa et même ses enfants, il avait un enfant qui s'appelait Mastanabal, il avait un hara, c'est-à-dire il élevait des chevaux de race, etc. Il participait même à des compétitions et nous avons aussi découvert en Grèce une inscription sur une tablette de marbre qui correspond en fait à tous ceux qui ont gagné ce qu'on appelle les grandes Panathénées, l'équivalent des Jeux Olympiques actuels. Et Mastanabal, donc en 165 avant Jésus-Christ, avait gagné le premier prix dans ces Jeux, les grandes Panathénées. Donc c'est une course sur un quadrige. Oui. Donc c'est deux chevaux tirés par un char. Oui. Et c'était certainement lui qui le conduisait, ou il a mis quelqu'un en tout cas. Comme il a gagné le premier prix. Et ça a été inscrit sur du marbre, et ça, beaucoup d'Algériens ne le savent pas. Et cette tradition équestre, donc, elle remonte à très... Et le cheval est très présent. Aujourd'hui, il est présent, absolument. Et vous savez, même dans un quotidien actuel, beaucoup de personnes reviennent vers le cheval. Il y a des pratiques équestres qui se font un peu partout. Tout à fait. Pour les enfants, vous savez... On s'est beaucoup éloigné du cheval, le sport équestre. Et là, il y a un grand retour et c'est très bien. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable parce que le cheval a toujours accompagné notre histoire. Tout à fait. Effectivement, donc, le rapport entre le cheval et l'homme est très important. Pas seulement, il y a le côté jeu, etc., donc, comme les courses, etc. Le côté aussi, c'est une machine de guerre. Donc, il a joué ce rôle-là pendant les guerres à l'époque antique, donc avec la cavalerie numide, qui est très fameuse. Actuellement, effectivement, il y a même dans certaines thérapies, j'ai vu qu'il y avait une association, par exemple, à Alger. Je ne me souviens plus du nom, mais ils utilisent les chevaux justement pour... En fait, c'est de la kinésithérapie qui, grâce au cheval, on soigne des enfants atteints d'autisme. C'est ça, absolument. Et j'ai même visité, c'est très vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Et j'ai vu effectivement au niveau du siège de cette association, qui est au parc de Ben Aknoun, voilà, des chevaux justement qui faisaient partie de la garde républicaine, qui finissaient leur vie justement, leur retraite là-bas. D'une manière géniale parce que... Alors, si vous voulez bien, nous allons aussi suivre un reportage qui est lié à la fantasia, justement, de notre chère collègue Yasmine Messaoudi. On se retrouve juste après. عودي يا عودي وربيتك يا ولدي وفي كل حفلة نمشي أنا وياك. Pratique ancestrale,
La fantasia est une tradition équestre qui a toujours suscité la fascination des Algériens. Un art à part entière qui témoigne de l'attachement de la région de Médéa à la plus noble conquête de l'homme, le cheval. Un art que le jeune Anes, âgé de 10 ans, affectionne particulièrement. Mon grand-père l'a appris à mon père et mon père me l'a appris à son tour. C'est comme cela que j'ai connu la fantasia. Ce sont des traditions qu'ils ont héritées de leurs aïeux. C'est comme cela qu'ils ont été élevés. Dieu merci, ils ont pu réaliser leurs vœux grâce à ce centre équestre. Un centre équestre qui offre à ses petits cavaliers un lieu de détente et de loisirs. Cette activité est très bénéfique pour les enfants. J'appelle tous les parents à inscrire leurs enfants dans les clubs équestres. Cela les apaise. L'équitation a de nombreuses vertus. La preuve, depuis que je les ai inscrits, j'ai remarqué que mes enfants étaient plus assidus à l'école. C'est une activité destinée à tous les âges. Tout le monde peut en faire. Un sport pour tous les âges qui offre aux amoureux de la nature un véritable moment de plaisir, de quoi profiter des paysages en compagnie de son cheval. Voilà, on parlait du cheval et aussi de ce bel espace avec lequel on vous accompagne aujourd'hui. Notre invité, M. Khalbouch, qui est parmi nous, qui est directeur du CNRPH, aujourd'hui on développe avec lui un nombre important de patrimoine lié à l'Algérie, de patrimoine matériel et immatériel classé. Comme de véritables au patrimoine universel aujourd'hui. Ils sont nombreux, différentes disciplines. Tout à fait. Vraiment, c'est très très éclectique, comme de l'art culinaire aux vêtements traditionnels à la présence humaine ô combien importante et profonde et très 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 ancienne, à des rituels d'équitation tels que la fantasia, le rock, etc. Le chant ahli, par exemple. Comment on les appelle les mesureurs d'eau, là, qui est le rail aujourd'hui. Donc c'est vraiment une belle mosaïque, absolument. Une belle mosaïque. Vous disiez tout à l'heure que l'Algérie est un pays qui a un patrimoine extraordinaire. J'imagine que vous avez sillonné quand même, vous avez découvert beaucoup de richesses à l'échelle internationale. Et quand vous découvrez ce qui existe chez nous, ça doit être impressionnant. C'est absolument impressionnant et c'est exceptionnel, comme je l'avais dit tout à fait au début, d'avoir toute cette richesse au niveau du patrimoine, cette diversité, c'est extrêmement riche et c'est rare qu'un pays en fait détienne tout ce patrimoine-là dans sa diversité, sa richesse, sa profondeur historique. Et même, c'est un territoire qui est immense, c'est pratiquement un continent, l'Algérie, 2,3 millions de kilomètres carrés. Et tous ces espaces-là, que ce soit les régions du Sud. En matière de population. Oui. On est différents, c'est ce qui fait la richesse de l'Algérien. Tout à fait. On est différents, le nord, le sud, les personnes des hauts plateaux, l'ouest, l'est, même dans le physique, il y a une différence. Et c'est extraordinaire, le vêtement. D'ailleurs, je tiens à remercier la personne qui m'habille aujourd'hui, qui fait de très très belles choses. Boutique algérienne qui se trouve à Al-Mouradia, on la salue aujourd'hui. Et puis on remercie également les gâteaux traditionnels, devraient être aussi classés. Absolument. Parce que vous savez, le gâteau, c'est aussi l'histoire d'un pays. Tout à fait, c'est un savoir-faire aussi culinaire. C'est un savoir-faire culinaire. Qui fait appel à des gestes, à l'utilisation de certains ingrédients, etc. Tout à fait. Et j'imagine que le makrout, par exemple, qui est un gâteau très très ancien, qui fait partie de notre patrimoine algérien, on retrouve ça ailleurs aussi. Oui, bien sûr. Mais le makrout est très présent déjà en Algérie, on le retrouve à travers tout le territoire national, le makrout est présent. Tout à fait, absolument. On remercie d'ailleurs Madame Khiyar Hadjira, la Rose Magique, pour tous ces gâteaux traditionnels qui font partie de notre patrimoine. Et puis vous savez, cette émission, c'est aussi un moment où on passe avec vous, avec Qahwat al-Asr. Très bien. Vous voyez? Oui, ça fait plaisir. On est dans cette ambiance. Très bien. Et je vous l'ai dit, c'est une émission Gharibiya, donc l'histoire des Monte Cao. Est-ce que c'est l'étrangère? Est-ce que c'est, vous savez? Très bien. C'est toute cette histoire, parce que les Monte Cao existent aussi en Espagne. C'est un gâteau qui se trouve aussi en Espagne. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on hérite. On hérite et nous avons donc ce patrimoine qui est exceptionnellement riche
Et nous sommes aussi, voilà, et nous sommes dans qu'on retrouve aussi un peu au sud de la France, et ça ressemble beaucoup à Halwat al-Taba. C'est ça. Il y a cet héritage. Mais aujourd'hui, avec cette mondialisation, il est important de savoir qu'est-ce qui nous appartient. Tout à fait. Et protéger ses biens. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi une farouche, j'allais dire, concurrence et guéguerre entre les autres qui veulent entre les pays en général, hein, bien sûr. Hein. C'est aujourd'hui, tous les pays essayent de s'arracher les patrimoines des uns et des autres. Moi, j'ai assisté à des réunions à l'UNESCO où il y a toujours des conflits entre tel ou tel pays qui revendique tel ou tel carnaval, etc. Enfin, c'est ça en fait, parce que l'homme est jaloux de son patrimoine, de son histoire, etc. Donc chacun essaie de défendre un peu ce qu'il est lui-même, etc. Mais l'Algérie, voilà, donc effectivement, c'est un pays qui est important au niveau mondial et même surtout méditerranéen. Donc il y a comme vous venez de le mentionner, il y a des traditions qu'on retrouve un peu partout, parce qu'il y a eu même des populations qui ont migré en Espagne au Moyen-Âge. Qui sont restés des siècles et des siècles. Et voilà, et ceux qui sont revenus par la suite, après la chute de Grenade, tout ça, ça crée des métissages, des traditions qui vont dans un sens, qui reviennent, etc. Donc c'est très riche et c'est justement... Aujourd'hui, on a classé le couscous. Est-ce que le couscous aujourd'hui est classé comme un patrimoine algérien? Oui, c'est classé comme un patrimoine mondial, universel. Oui, mais là, son appartenance. Oui, absolument. Donc c'est un plat qui est algérien, qui est consommé aussi dans d'autres pays du Maghreb, parce que c'est un dossier commun que nous avons présenté avec les autres pays du Maghreb. Mais effectivement, c'est un plat qui est très ancien, qui est là depuis des siècles et des siècles. On n'arrive pas encore à savoir à quelle époque le couscous a commencé à être, on va dire, consommé chez nous. Mais ces racines plongent vraiment dans la lointaine... On parlait tout à l'heure de la céréaliculture et que l'Algérie, on sait que l'Algérie était le grenier de Rome. Tout à fait. Ça, c'est en fait, une fois que Rome a conquis cette partie de l'Afrique du Nord, qui est l'Algérie, elle a continué l'exploitation céréalière, donc, qui était déjà initiée par les souverains numides, quelques siècles avant eux. C'était un savoir-faire. Ah oui, absolument. Et surtout une main-d'œuvre ici locale, très abondante. Et on sait qu'il y a eu une densité de population très importante dès la préhistoire. C'est une région qui est peuplée densément depuis toujours. Et on le sait par exemple à travers les monuments funéraires. Nous avons par exemple certaines nécropoles à dolmens. C'est des dolmens, donc ce sont des grandes dalles verticales et une horizontale qui est qu'on appelle la table. Nous avons dans certaines régions, dans un espace de quelques kilomètres carrés, des milliers de dolmens. Et c'est exceptionnel parce qu'on n'a jamais ça ailleurs dans le monde, même si cette culture mégalithique d'inhumation dans les dolmens existe même en Europe. Mais chez nous, on en a des milliers, même dans un périmètre réduit. Ça montre qu'il y avait une densité de population très forte. Donc ce territoire a été peuplé d'une manière dense. Et c'est ça qui faisait la force aussi de ce pays-là. C'est-à-dire qu'il y avait une main-d'œuvre, des gens qui travaillaient dans les champs, qui avaient des rites, qui avaient des traditions et une culture. Voilà, c'est ça l'Algérie maintenant. Oui. C'est tout cet héritage-là. Oui, oui. Et c'est important aujourd'hui de savoir préserver aussi notre richesse. C'est vraiment très, très important. Je voulais revenir aussi à cette page d'histoire que vous avez aussi, vous avez été aussi l'initiateur de refaire en fait la cartographie de l'histoire de l'Algérie. Tout à fait. Alors, c'est un projet qui a été... C'est très, très important. Absolument. Là, tout pays doit avoir sa carte archéologique. Oui, carte archéologique. Tout à fait. Et donc ça, je le mets, on va dire, au crédit de la ministre actuelle donc, de la Culture et des Arts, Malika Bendouda. C'est elle qui, dès qu'elle est arrivée, donc elle avait vraiment lancé ce projet de carte archéologique nationale. Et en très peu de temps, c'est-à-dire en 6 mois, donc avec plusieurs établissements du ministère de la Culture, donc le CNRPH, le CNRA, le Centre national de recherche en archéologie, l'OGEBC, l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels, et les directions de la culture, les parcs culturels aussi algériens, qui gèrent 41% de l'espace territoire algérien. Donc nous nous sommes mis autour de la table, nous avons travaillé, et au bout de quelques mois, nous avons pu collecter 7500 nouveaux sites qui n'ont jamais été répertoriés avant. On avait déjà une carte archéologique qui a été faite à l'époque coloniale, qui a recensé essentiellement les sites antiques qui se trouvent au nord de l'Algérie. Il y avait évidemment une volonté à l'époque
d'aller chercher, on va dire, l'histoire romaine de l'Algérie, le colonialisateur de l'époque avait besoin de justifier sa présence. Orienté, bien sûr, voilà, en disant, justement, sa présence, elle était justifiée par le fait qu'ils sont venus poursuivre la mission civilisatrice initiée déjà par Rome. C'était un peu ça l'idéologie de l'époque. Donc nous avions une carte archéologique qui a été faite au début du XXe siècle, qui recensait 7000 sites au nord de l'Algérie. Et avec ce projet tout à fait récemment initié en 2020, nous avons donc complété tout le reste de l'Algérie. Nous avons rajouté le double de sites. Et nous sommes très heureux d'avoir maintenant cette carte avec le positionnement de plusieurs sites sur tout le territoire national. Des sites différents, donc des sites qui remontent à la période préhistorique, à la période historique, c'est-à-dire antique, période islamique et même plus récente. Et ça, c'est une banque de données très importante qui est destinée à la fois aux chercheurs, et c'est un patrimoine aussi qu'il faut préserver, que les générations futures doivent connaître justement toute cette répartition de sites sur le territoire algérien, parce qu'il y a certains sites vont être amenés à disparaître avec l'urbanisation, etc. Mais c'est très important de garder la mémoire de tous ces sites-là et qui ont été peuplés par des hommes à certaines époques de notre histoire. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu, vraiment, Monsieur Khalid Kharbouch, donc directeur du CNRPH, de nous avoir fait découvrir toute cette richesse de patrimoine, toute cette diversité, et connaître, c'est un véritable pays continent, l'Algérie, et à travers ces recherches, à travers ce classement aussi, de tout ce patrimoine matériel et immatériel, on découvre aussi que c'est une terre qui a connu énormément de civilisations. Tout à fait, absolument. Donc c'est un pays très riche, c'est pour ça qu'on l'aime, et c'est pour ça qu'on travaille dans ce domaine qui est le patrimoine. En tous les cas, merci beaucoup. On vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Notre Algérie. Et on espère vous retrouver bientôt dans d'autres numéros, d'autres espaces de notre émission Notre Algérie sur Canal. C'était un véritable plaisir. Et quant à nous, on va s'écouter une chanson de la chanteuse Zolekha. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités.
De retour dans notre émission, notre Algérie, vous le savez, avec des invités. Vous êtes en direct de Canal Algérie, encore une fois, marhaba bikoum el habab. Et on est toujours bien accompagné dans cette émission avec des personnes qui font aussi l'actualité culturelle et artistique de l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de les recevoir. Vous avez vu, la première partie était très très intéressante avec M. Kerbouch, Farid, avec qui on a pu échanger autour de l'histoire de l'Algérie, du patrimoine matériel et immatériel, et classer un nombre important de patrimoine algérien à l'UNESCO. C'est vraiment une fierté pour l'Algérie. Et aujourd'hui, nous avons aussi avec nous des personnalités qui font la culture. Nous avons avec nous notre cher ami Hakim Salhi, qui est parmi nous. Merci d'être là, cher ami. Merci aussi d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Vous qui êtes dans toutes les bonnes causes, vous êtes vraiment toujours prêt à aider, à soutenir les causes les plus dures aussi, les moments... Les valeurs humaines, vous êtes toujours là, vous êtes toujours là, prêt à aider. Ce que je dois dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu la chance de me faire un petit nom, une petite notoriété dans le domaine artistique, musical, je me dis toujours, c'est un devoir de mettre mon nom, mon petit nom, à la disposition des associations nécessiteuses qui ont besoin d'aider ou d'apporter du bonheur à des gens qui sont dans le besoin très souvent. Donc, mis à part chanter, faire la fête et assister à des festivals ici et à l'étranger, il faut quand même être disponible pour la bonne cause. Donc, je le fais avec plaisir et je ne cesserai de le faire, Inch'Allah, tant qu'on a encore la possibilité. Avec nous, M. Yesreli Fati, c'est un plaisir de le recevoir. Marhaba. Merci pour l'invitation. Vraiment. Merci pour l'invitation. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Absolument. En tous les cas, on tenait à vous féliciter pour votre installation aussi, le travail que vous faites aussi à Oran. Vous êtes l'un de l'unique initiateur autour d'un centre des arts et de la culture au niveau d'Oran. C'est un très très bel espace. J'y étais et je peux confirmer que c'était vraiment un moment extraordinaire avec des artistes et artisans, designers que vous avez aussi ramenés d'Alger, qui ont exposé, qui ont présenté leur travail. Un endroit féerique, que vraiment c'est quelque chose de magnifique que vous avez fait sur Oran. Et je suis certaine qu'il va y en avoir aussi. Vous allez encore faire découvrir beaucoup de choses au niveau de la wilaya d'Oran en matière de culture et d'art. Vous êtes aussi dans cette initiative Hakim Salhi avec Yesreli Fati. C'est d'abord un ami de longue date. Oui. Et vous avez fait beaucoup de choses ensemble, voilà. Les traversées en Espagne. Oui, on en a fait pas mal. La fameuse expérience liée au Haraga, aux artistes peints. Il était présent avec nous, exactement. Présent, oui. Tant qu'il y a encore des possibilités de se rapprocher déjà, parce que le souci c'est qu'on n'a plus d'endroits où on rassemble un peu les artistes, où ils peuvent s'échanger les idées, s'entraider pour des plans ou pour des organisations. Donc là, on le fait nous-mêmes, on le fait avec nos propres moyens très souvent. Et on arrive à joindre les deux bouts, je dirais difficilement, mais ça va. Monsieur Rifati a fait de son mieux, il a toujours été dans le domaine de l'art contemporain, l'art plastique. Tous les artistes peintres, pour la plupart, lui sont amis déjà. Bien sûr. Et donc il a fait pas mal de fois des vernissages dans lesquels j'ai assisté. D'ailleurs, on s'est même rencontrés à maintes reprises là-bas. Et à partir de là, il a décidé d'ouvrir un grand centre d'art où il a mis et de la musique et de la danse et enfin un peu de tout. À Oran, donc il a choisi la ville d'Oran. D'ailleurs, il a bien fait. Oran, les gens sont très, très ouverts. C'est toute la famille qui aime être artiste. Moi, à partir du moment où j'ai cette possibilité de l'approcher, d'être encore disponible, je le fais avec plaisir. J'y suis. C'est très courageux parce qu'en fait, il y a eu cette année de pandémie où personne n'a travaillé, vous en tant qu'artiste, vous-même en tant qu'organisateur d'événements. Ça a été très très dur pour les musiciens aussi. C'est toujours très difficile. C'est toujours très difficile. Toujours d'actualité. Il faut dire que certains artistes, on ne va pas généraliser, il y en a qui plus ou moins arrivent à joindre les deux bouts parce qu'ils sont plus ou moins à l'aise. Peut-être ils ont des épouses qui travaillent, peut-être ils sont plus ou moins à l'aise, donc ils ne se plaignent pas pour l'instant. Mais il y en a d'autres qui vraiment sont au bout de leurs limites.
parce que je les côtoie, je suis un artiste, je connais pour la plupart, je connais pratiquement tous les artistes qui sont dans le domaine, autour de moi à Alger, et même à l'intérieur du pays. C'est vraiment très délicat. Et je vais lancer un appel, si c'est possible, un appel, de toute façon il est très clair, pas besoin de lancer un appel aujourd'hui. Il faut juste que le ministère de la Culture, les EPIC, trouvent des solutions, plus ou moins à la limite, les faire travailler à partir de chez eux, ou faire un peu l'initiative qui a été faite par l'ARC. Par l'ARC, effectivement. Avec M. Bendamej, l'on salue qui a été cet très bien faite, oui. Vraiment, c'est très bien, oui. Eh bien, c'est un artiste. C'est pour ça qu'il a apporté beaucoup. Il a fait travailler pas mal de groupes. Et d'ailleurs, on en a discuté la dernière fois au CIC, quand on s'est rencontrés là-bas. Il a dit qu'il y avait encore moyen pour que ça continue. Il ne pourra pas mettre tout le monde. Il faut que les autres organismes participent. Il faut que tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui vivent de cet art et qui ne sont pas artistes, je dirais, quand je parle du ministère, il y a des gens qui vivent de l'art et qui ne sont pas artistes, qui travaillent pour l'artiste. Eh bien, ils ont des salaires. Ils sont tranquilles. L'artiste, ils n'ont pas de salaire. Bon, je vais peut-être te demander un salaire pour les personnes qui n'ont aucun métier en parallèle. C'est très compliqué, c'est très difficile. Mais à la limite, tu travailles ou une aide financière. Après, ils seront redevables plus tard, Inch'Allah, quand le Covid disparaîtra, Inch'Allah, chose qu'on souhaite tous. Ils donneront des spectacles pour rembourser ce qui leur a été donné. Oui, mais c'était des moments exceptionnels. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut rembourser aussi, parce que aussi il y a besoin moi, personnellement, de vie. C'est un dû quelque part, parce qu'ils ont perdu toute une année. Ça a été très très difficile pour tous ces artistes. Donc, il y a des artistes qui ont des familles, des enfants. C'est clair, c'est sûr. Il y a un quotidien à gérer. Tout à fait. Et on doit revenir à cet événement qui s'est déroulé au CIC. Vous étiez présent, vous êtes venu pour ça d'ailleurs, monsieur. Oui, voilà, moi je suis venu. Parmi les comités organisateurs de cet événement, aussi avec vous, Kalim Sergoua, un groupe. Il y avait plusieurs artistes. Bon, nous, on avait déjà commencé à travailler pendant l'été avec notre ministre et notre ministère aussi, qu'elle a créé des commissions autour des gens du métier et les gens qui ont un savoir-faire dans le terrain aussi. Elle nous a fait appel et puis on a créé des commissions, chacun dans sa discipline. Nous, par exemple, on était une dizaine de personnes dans les arts plastiques. Hakim, il était avec dans sa discipline, les musiciens tous. Et puis on a bossé, on a trouvé des solutions. On a donné plutôt des solutions pour des propositions réelles que l'artiste Hakim raconte tous les jours, le quotidien de ça. Et autour de ces ateliers, on a quand même pu donner, dans la dernière édition, un manifeste où peut-être il est composé de plusieurs pages, une trentaine ou une quarantaine, où on a donné presque, je dis bien presque, toutes les solutions qui peuvent être utiles au ministère de la Culture par nous les acteurs. Les acteurs, bien sûr. Voilà, et comme on est dans la promotion, on est dans les festivités, on connaît bien les difficultés de l'artiste et le quotidien de tous les artistes. Et chacun dans son domaine. Aujourd'hui avec les institutions, est-ce qu'il y a un dialogue, est-ce qu'il y a un échange, est-ce qu'il y a un travail qui est en train de se faire, est-ce qu'il y a une écoute? Oui, moi je pense que ça a beaucoup changé. Est-ce que les choses évoluent? En fait, la froideur et le vide qu'il y avait entre les administrateurs de la culture et les artistes n'y est presque plus. En fait, avant, parce qu'avant, on n'avait presque pas accès, excepté les personnes qui connaissaient du monde dans au ministère. C'était quelque part des privilégiés, on va dire ça comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, non, ça a beaucoup changé. On a accès, l'artiste peut parler, on peut se voir, d'ailleurs... Vous êtes acteur, puisque vous avez fait des propositions et un manifeste. D'ailleurs, ce dont il parlait, les différentes rencontres qu'on a eues avec le président de l'association, je dirais Hamza Jaballah, monsieur Hamza Jaballah. Il a présidé en tant que membre, en tant qu'artiste lui aussi, c'est un scénographe. Et il était désigné par Madame la ministre. Pour gérer. Donc il nous a rassemblés. On a
on a parlé des différents problèmes et on a apporté plusieurs différentes solutions pour chaque problème. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le bain. Et vous êtes les mieux placés. Tout à fait. Voilà. Donc l'idée, elle était bien réfléchie de leur part, de la part de tous les membres au niveau du ministère, y compris Madame la Ministre. Vous pouvez mettre la verre ici. Hein, donc nous, merci. Vous pouvez le mettre ici. Nous, on s'est vu à maintes reprises, on s'est vu au moins 6 fois, on était très nombreux. D'ailleurs, dans mon domaine lyrique, il y avait Ilyas Qsentini, il y avait Lila Boursali, il y avait Samir Toumi, il y avait Amin Dahan, on était quand même une pléiade d'artistes dans notre domaine. Dans le leur aussi, pareil, il y avait une pléiade qui était très très intéressante, qui avait beaucoup de choses à dire aussi. Donc moi je pense qu'ils ont pris en compte tout ce qui a été dit et ils sont en train, au fur et à mesure, de faire des petites corrections au fur et à mesure, Inch'Allah. Je pense qu'il y a une volonté réelle, c'est-à-dire vraiment cette fois-ci on est en train de voir ce beau forum qu'on a assisté aussi ici, c'était les fruits. Et puis il y avait aussi des tables rondes, il y avait beaucoup d'ateliers, justement, c'est pour ça que j'ai dit le vide qui avait n'y est plus. C'était très très intéressant. On peut dire qu'il y a un grand pas. Et c'était très intéressant parce que c'était des débats où il y avait beaucoup de choses, de réalité qui étaient dures face aux responsables, et c'était très bien parce que on sentait véritable envie de créer, de sortir en fait du tunnel. En fait, on avait juste besoin de parler, de dialoguer. On avait besoin de se voir, de se rencontrer et de crever l'abcès. Parce que l'un avait peur de l'autre, l'un avait peur de la déclaration de l'autre. Et donc on est resté chacun dans son coin. Et c'est dommage pour certains artistes qui aujourd'hui ont pris de l'âge et qui sont même, certains sont partis, Allah yarhamhum. Donc il est vraiment temps de prendre les choses sérieusement en main, de se retourner vers l'artiste qui fait partie de la vitrine algérienne. Et vous savez, moi j'ai déjà écouté ça à maintes reprises chez des grandes personnalités dans le monde entier qui disent un pays sans art, c'est un pays sans âme. Absolument. Donc il faut absolument... Surtout que nous savons que notre pays est un pays tellement riche et avec un patrimoine. Le rail est déjà, donc le dossier rail est déjà posé au bureau de l'UNESCO pour qu'il soit classé. Donc ça aussi c'est une très très grande fierté pour nous et c'est vraiment très très important. Alors justement on va un petit peu voyager à travers l'Algérie avec notre cher collègue Samira Hadjamar qui va nous emmener à Tamanrasset justement pour vivre un peu une ambiance de festival, et on se retrouve juste après avec nos invités. Désert, désir d'évasion, d'échapper belle vers le ciel, vers le soleil sur le tapis glissant du vent du sud coloré. Au pied du pic Iharen, emporté par les envolées d'une flûte affûtée aux récits anciens, des anciens. Ce festival de cerfs-volants mettant à l'honneur les personnes à besoins spécifiques dans lequel je suis invité d'honneur, en compagnie de Bourali Toufir, afin que cette catégorie de personnes puisse découvrir leur patrimoine grâce à ce genre de manifestation qui leur fait connaître toute l'authenticité de l'histoire du Hogar et de leurs racines. Nous voici donc à Tamanrasset pour des journées spéciales et un événement surprenant, presque inattendu, tant par l'étendue de son originalité. C'est un sport qui est extraordinaire, qui se passe en famille. Je souhaiterais de tout cœur former des petits clubs un peu partout. Déjà, j'ai un club d'handicapés à Tamanrasset, vous allez le voir, il est juste à côté, on de pratiquer. On a du très bon matériel, on est très bien équipé, puis je pense on a de belles régions, on a des espaces, on a du vent. Il faut qu'on en pratique comme moi. Des animaux volants, colorés, grands, petits et de toutes formes. Ce sont des cerfs-volants et des clowns et de la musique fascinante. Ce festival est une bouffée d'espoir pour nous, personnes handicapées. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu l'occasion de sortir ou de participer à ce genre d'événement. Grâce aux initiateurs, nous avons pu sortir, respirer un peu et nous changer les idées afin de rompre avec notre quotidien morose.
avons formé tout d'abord quelques enfants d'une association d'handicapés et qui ont participé avec nous pendant 2 semaines, donc entraînement très intensif on va dire. Donc c'était des enfants, c'était des mamans, c'était des papas également d'une quarantaine d'années qui ont bien maîtrisé en fait le cerf-volant. Pour l'anecdote, on a eu une maman qui nous a dit en fait que le cerf-volant lui a permis de sortir. C'est une femme qui est restée à la maison. Et en fait, quand elle a découvert cette activité, en fait, elle est venue tous les jours pour un entraînement et aujourd'hui, elle ne peut plus s'en passer. Bon vent à l'équipe Mzabtour, organisatrice de cet événement, en espérant les retrouver l'année prochaine pour cette belle aventure. Voilà, on disait un pays continent, quand on va le sud algérien, quand on peut aller aussi à Tikjda ou à Chri'a faire du ski, au bord de la mer, apprécier et vers beaucoup d'activités aquatiques, être sur les hauts plateaux également de l'Algérie, on peut également faire du bivouac ou découvrir vraiment des endroits extraordinaires du pays. C'est vraiment un véritable pays continent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec notre invité, monsieur Kherbouch, qui nous a donné, nous a fait voyager à travers notre patrimoine immatériel. Vous-même, justement, Hakim Salhi, qui est un passionné du patrimoine, vous avez été l'un des premiers jeunes à avoir utilisé le gallal. Oui. N'est-ce pas? Le gallal, vous dansez et jouez du gallal en même temps. Hein? Pas vraiment en même temps, parce que Presque. ça fait... ça Presque. fait Mais vous l'aviez comme vous le portiez. Oui, tout à fait. C'est en fait, ça le ce que je gallal, voulais dire. Moi, j'ai fait ma petite recherche vite fait à Akka. J'ai trouvé que le gallal, c'est un instrument de percussion, certes, qui est fait à base de bambou, mais qui n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire les instruments de percussion dans toute l'Afrique, dans tous les pays d'Afrique, il y a plein d'instruments de percussion, même en Europe, mais spécialement le gallal, il est algérien. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas le valoriser davantage? Et puis il a un son particulier, en plus de ça, toute l'Algérie aime le son du gallal, qui rappelle le rythme. Donc, allez, j'en ai acheté un il y a très longtemps. Mais est-ce qu'il a baigné, vous avez baigné dans cette ambiance? Ah oui, 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 étant bien sûr. jeune, bien sûr, aussi c'est important. C'est l'Alaoui, qui aujourd'hui, les Marocains, le côté Oujda et tout, ils appellent ça Regada. Maintenant, on appelle ça l'Alaoui. Donc le gallal, il reste inévitable. On joue le gallal, des fois, c'est tous les instruments sur scène qui sonnent et tout ça. Dès que tout le monde s'arrête et que le gallal seul se met à jouer, c'est toute la salle qui explose. Parce qu'il a une magie. C'est un petit espace pour les 2 mains, pas plus. C'est la moitié de l'espace d'une derbouka. Mais il a sa magie, il a sa propre magie. Il a un son. Donc, Anna, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une ceinture de guitare, je l'ai accrochée, j'ai fait des petits essais. Donc, j'ai le rythme dans la peau, alhamdoulilah, c'est un don du ciel, parce que je faisais de la danse. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller lui donner un nouveau souffle, un plus, au lieu de le jouer comme le faisait autrefois dans le temps. Quand ils jouaient le gallal, ils étaient assis, et ils jouaient doucement avec le khatam, et doucement, vraiment un petit son, parce que c'était intimiste, c'était des petits espaces, une maison, un salon, donc là, je lui ai donné un volume. Je le fais dans les festivals, je suis parti au Canada, en Côte d'Ivoire, je suis parti un peu partout. Il y a des années en arrière, en Italie, j'en ai fait plein de festivals. Et je l'emmène à chaque fois et ils sont tous étonnés de le voir. C'est quoi ça? Ça s'appelle comment? Après, je dis, il va y en avoir un électrique dans pas longtemps. Voilà. Et alors donc, justement, vous êtes venu avec un clip. Hein? J'en ai plein, fait plein. Mais vous avez choisi un avec celui qu'on a choisi. On avait choisi un passage sur scène un de mes derniers concerts à Alger, avant que les choses ne changent pour l'artiste. Il y aura de meilleurs jours plus tard. Donc peu bien de temps, sûr, on l'espère de tout cœur, vraiment. Donc on a tenu à parler un peu de gallal. Donc on va suivre cela tout de suite. C'était où d'abord? C'était dans quel espace? Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, à Alger, à Kouba, plus particulièrement.
شوية صغارين شوية صغارين صايي بغيت اللي تفهمني اليوم شحال من وصي قلت لها جمال كملنا معاك باقي نساك ماني خاف كملنا معاك باقي نساك Magnifique, un super concert. C'était en quelle année? En 2019. Au Palais de la Culture, vous disiez qu'elle Mars 2019. Ici à Cuba. Ouais. Et c'était le dernier d'ailleurs. Menhadek, je pense qu'il n'y a pas eu de grand chose, même pour les autres artistes. Oui, oui. Bah, c'était l'été, ça commençait à... Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc voilà, c'était aussi pour revenir un peu sur ces instruments qui nous appartiennent, qui font partie de notre terroir. Comment que vous êtes revenu sur le glal et comment que vous l'êtes approprié, il fait partie de vous. Ouais. Quand on parle de Hakim Salhi, c'est la danse, et c'est aussi le glal. Le glal, j'ai vu que... Et c'est un instrument authentique. Oui, oui, authentique. Il nous parle. C'est vraiment le bédoui, c'est vraiment le... Le bédoui, chez Al-Melhoun, et puis le berceau, c'est ça, c'est... الشيوخ الكبار تاعنا اللي كانوا في le triangle تاع مستغانم et les environs, c'est Aït Adlis, voilà les gens, Cheikh Hamada, et puis c'est le berceau des artistes, le 9e, le 10e siècle, ils étaient tous là-bas, et puis ça a donné ce beau patrimoine tana, vraiment c'est une fierté pour nous et pour l'Algérie, pour nos artistes. Alors je voulais qu'on revienne aussi sur vous, par rapport à vous, monsieur Khlifati, par rapport ça va fonctionner. Est-ce que ce sera toujours des artistes, designers, artisans qui viendront d'Alger, ou vous allez aussi, pour vous, c'est une belle opportunité de découvrir ce qui se fait à l'ouest du pays, ou alors même à l'est, hein, oui. Avoir aussi des artistes qui viendraient de Sétif, de Annaba, exposés à Oran? Alors, le mot centre, c'est un lieu de rencontre déjà. Oui. Pour les 48 wilayas, ou là les 58 maintenant, c'est un lieu de rencontre. Par contre, c'est des espaces aussi dédiés à l'art. Oui. Pas spécialement aux plasticiens, tout art confondu. C'est-à-dire, nous, on a placé des espaces juste pour l'inauguration, le vernissage inaugural qu'il a été, c'était le 19 mars, avec d'armada d'artisans qui sont venus d'Alger, de Togourt, de Gherdaya, et puis il y avait des designers, des photographes, des plasticiens. Et autour de ça, on a quand même, on a annoncé l'ouverture d'un centre. C'est un lieu de rencontre aussi pour les artistes, tout art confondu. Et ces espaces-là, ils sont dédiés à l'art. Nous voyons justement ces photos de la jeune Zozo qui est connue aussi pour ses BD aussi. Hein, exactement. Sa bande dessinée, elle est formidable cette fille. Franchement. On découvre, même nous, on découvre ce monde-là. Cette fameuse Zozo. Qui a créé ce personnage aussi. Elle est dans la bande dessinée. Elle est dans la bande dessinée, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Puis il y avait aussi d'autres artistes, artisans. Et autour de ça, on a créé ce beau centre. On va commencer aussi des formations dans des ateliers, tout art confondu, la peinture, le dessin, la danse, la musique classique, la musique andalouse, des cafés littéraires aussi, beaucoup de Inch'Allah à partir juste après le Ramadan. Alors, nous voyons ces expos, c'était l'exposition d'inauguration. Voilà, c'est là, c'est Lydia Ladjouzi, c'est une aussi une fille très très dynamique, franchement. Voilà, c'est elle le chef de groupe de ce Armada qui sont venus à Oran pour faire la fête. avec nous. Et c'est très très gentil de leur part parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour venir et
Ils ont passé une dizaine de jours au centre et c'était très convivial entre artisans, artistes, plasticiens, comédiens, cinéastes, écrivains, éditeurs aussi. Oui. Et moi, je lance un appel, c'est-à-dire les gens c'est-à-dire des 48 wilayas, on est là pour les aider. Créer un programme, faire un programme. Non, par le exemple, programme, pour on est, Ramadan. Inch'Allah, pour Ramadan, on va essayer de faire au moins 2 soirées selon les possibilités, voilà. la situation. Voilà, exactement. Mais on a déjà 2 petits programmes en soirée pour le Ramadan, si tout va bien, parce qu'on a prévu de faire un dîner. Un ftor Ramadan, et puis... voilà, nous voyons aussi le travail de Sirocco du Nord, voilà, ça. Ça, c'est Tarek. Tarek, c'est le mari de Lydia Ladjouzi aussi. Alors, il est dans l'art contemporain pour ce monsieur. Il est entre le tapis et il est vraiment dans la création. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous allez organiser un ftor voilà, un ou 2 ftors pendant le Ramadan, Inch'Allah, ftor ramadanesque. Et puis en soirée, peut-être on va donner la chance à d'autres artistes dans la mode pour faire peut-être 1 ou 2 défilés de mode dans la création de vêtements. Et autour de ça, de la chanson andalouse ou chabi et un peu notre patrimoine culinaire qu'on connaît, la diversité de ce patrimoine, elle est illimitée. Puisqu'on parle de tenue traditionnelle, notre collègue Naïma Loualiche qui s'est déplacée à Sétif et qui nous fait aussi découvrir cette fameuse rue, ce fameux quartier et cette rue où on trouve un nombre important de couturiers. On découvre cela ensemble. Au centre-ville de Sétif, une rue entière est dédiée aux tailleurs qui sont là, sous les voûtes hiver comme été, durant des années. Ils sont une dizaine à s'installer sous les arcades, en plein air, avec leurs machines à coudre, rafistolant tout ce qui leur tombe sous la main. En plus des retouches, ils confectionnent habits traditionnels comme le burnous, la gandoura, la djellaba et même le tarbouche. Le tarbouche n'est pas très demandé, mais il y a des gens qui l'affectionnent, surtout les mariés. Un tarbouche comme ça demande quelque chose comme 1h30 de temps et ça se vend à peu près autour de 800 dinars. Ce travail n'apporte pas grand-chose, juste de quoi vivre simplement le plus normalement du monde. Depuis les années 60 que cette rue est dédiée à la couture, si bien que ce métier et même ces bouts de sol sont transmis de père en fils et ce sont les fils qui reprennent machine à coudre et coin de rue quand le père décède ou part en retraite. Et ainsi que les anciens côtoient les nouveaux dans cette allée entourée d'échoppes également vouées à la chose traditionnelle. À cette même place que j'ai commencé en 68 par la broderie de robes et de ceintures pour mariés, puis je suis partie à Alger pour 2 ans, je suis revenue occuper la même place. Mais je ne vous cache pas que les derniers temps, la demande a chuté d'à peu près 60%. En hiver, c'est très dur de travailler ici sur place. Ça fait 10 ans depuis que j'ai commencé à faire de la couture ici, dans cette même place qu'occupait déjà mon père, parti à la retraite. J'aime ce métier, mais c'est trop fatigant. Nous espérons de tout cœur que les pouvoirs publics puissent se pencher sur notre cas. Quoique les temps sont durs pour cause de pandémie, il n'en demeure pas moins que les tailleurs de la rue Ben Boulaïd soient fidèles au poste avec l'espoir chevillé au cœur d'avoir un jour leur propre local pour commercer. Voilà, donc, et de retour après ce fameux reportage, on découvre finalement sous les arcades du centre-ville de Sétif, ces artisans couturiers, et depuis fort longtemps, ils sont là, ils sont présents, et c'est un héritage familial. Vraiment, c'est quelque chose de très particulier. On parlait justement, puisqu'on est ensemble, mes amis, autour d'une belle qa'da, des gâteaux traditionnels comme on les aime. Moi, j'adore tabac. Halwa tabac, exactement. Que les gens de l'Ouest, ils appellent le torno. Torno, exactement. Halwa tabac, et puis le maqrout l'asel, le ghribiya, toutes ces bonnes choses que l'on vous propose dans notre émission. C'est toujours ça. Nous, c'est une ambiance familiale. Nous
sont dans une certaine intimité et on pénètre les familles, on leur fait découvrir ce qui se fait. Le moment Taqawat al-Asr, ça aussi c'est important. Et voilà, et puis je remercie aussi la boutique, l'atelier algérienne, qui fait aussi de très belles tenues traditionnelles de femmes, qui se trouve également à Mouradia au Golfe. On la salue également, Lila. Sans oublier, bien entendu, l'arrivée de Ramadan. Quand on parle de Ramadan, c'est bien sûr les plats traditionnels et c'est aussi l'achat des épices. Hein, les épices, c'est aussi très important pour préparer les plats, s'organiser, avoir de bons plats. La shorba, le djeri ou le harira, c'est selon la région. Et notre chère amie Anissa Bouzid s'est déplacée pour vous, amis téléspectateurs. Elle a été à la découverte aussi de un endroit magnifique, féerique, où on peut acheter de très bonnes choses liées aux épices et aux senteurs de notre cher pays. Quelques jours du mois sacré de Ramadan, c'est le moment pour les ménagères de réunir tous les condiments et épices nécessaires à la cuisine durant ce mois de jeûne. Cumin, cannelle, ras el-hanout ou mélange d'épices, chez Mohamed Amin Ben Jabla, le choix est large et varié. C'est un affaire Alger, déjà nous consommons بزاف les épices. غير يلحق رمضان جينا هذيك نروحو نشيو لي زيبيس نديرو لي شو لي ميلونج شاك شافي يمد لاطوش تاعو مي انا نمدها في لي زيبيس اذا تخرج مع واحد لامور وكدايا ان شاء الله تلحق بنينه ليهم ان شاء الله. قلت لك مع دوك رمضان سيرتو مشينا نتوم شطيت حاجات وكذا تما دوك انا هنيتهم في هذا الشيء بزاف مع الناس خدامه ما تلحقش تما نقصت عليهم بزاف امور. D'une curiosité inattendue naît une passion inconditionnelle pour l'épicerie. Mohamed Amin a ouvert son magasin il y a tout juste une année. Il fait des mélanges d'épices très originaux. La spécialité تاعنا قلت لك on fait des mélanges. La différence par rapport les autres, déjà tu sens le mélange par rapport le plat هذاك les كان. Par exemple soit شوربه ولا حريره ولا لوبيا تاعنا ولا ساردين نابورت بلا ديجا حنايا كي نبريباريوه ديجا تريح هذيك الماكله تاع لو بلا ديجا تفيق بلي هذاك هو البلا اللي راح طيبو ديجا ان شاء الله. سي بور سا اون ديفيرون بارابور لي زوطر. العجايز الشيوخه تاعنا يجي يقول لك بلي سيت ماكله تاعك باغ اكزومبل شطيطحه ولا سيبانايا رشتا ولا ديجا يقول لك بلي ديجا البارح بك قالوا لي رجعتنا ريحه زمان سيرتو الحرور باغ اكزومبل الحرور نفسها تاعنا سي اجيغوا اللي لازم حنا نفتخروا به اللي لازم حنا لازم نبينوه بارابور بلدان ولا جيراننا واحد اخرين. حنا تاني عندنا لي بلاط تاعنا ما شاء الله ودي فوا لي بلاط تراديسيون تاعنا باغ اكزومبل كيما كوسكوس ولا عفايس بزاف واحد اخرين هم سرقوهم من جهه واحد اخرين قالك تاع بلادنا. انا تما حكمتني هذيك شويه الغيره علاش انا ما عنديش لي ميلونج هذوك تاعنا نديروهم نزيدو نترونسفيرميوهم بلدان واحد اخرى بوركوا با ديجا علاش ما يكونش هذا ميلونج تاعي يجي في بلاد واحد اخرى ويسيوه ويطيبوا لاروسات تاعنا اكزاكت وبنينا ونفتخروا في بلادنا علاش لا. De magnifiques étals, aussi beaux à regarder que bons à sentir, l'épicier moue sur place dans l'arrière-boutique les commandes de ses clients. هنا ديجا هادو لي ميلونج خدمهم هنا في حانوتنا هذا الصغير هذا نبريباريو كلش هنا في الحانوت سواء اللي بون انا كي نجي نشري ديكران برومي شوا حاجه شابه ونقيوها باش نسطاليها ابري حنا نرحوها سما نرحوها هنا قدام عينين تاع الناس نبريباريو هنا قدام عينين تاع الناس. وحاجه قلت لك زياده عليهم يعني نخدموا لي ميلونج هنا في حانوتنا حنا نخدموا لي ميلونج. Une dose d'amour, une pincée de magie et beaucoup de savoir-faire. Voilà les ingrédients secrets d'une simple réussite. Sahar Mdankom. Magnifique reportage, il nous a envoyé, on a voyagé. Hein. Oui, on a voyagé. Moi, je ne sais pas où ça se trouve, c'est à Draria, je pense. Oui. Je crois que ça n'a pas été dit. Oui. Non oui. Pour que les gens sachent, au cas où tout est fait, tout est préparé. Alors c'est où exactement? Voilà. C'est Draria, c'est ça? Écoutez, on attend la réponse. Ben oui, voilà.
Oui, c'est ce que je savais que c'était là-bas. Donc, c'est à Draria, exactement, à Ouattarfa plus particulièrement. Ouais. Donc, bravo pour cette nouvelle génération qui sont dans le design, dans l'esthétique aussi. Oui. C'est magnifique. C'est que du bonheur pour les familles algériennes. Tout à fait. Et puis c'est vrai que, comme disait si bien notre jeune qui a intervenu, le propriétaire des lieux, nous avons notre véritable recette. Et aujourd'hui, on parlait de ça avec monsieur, encore une fois avec monsieur Kharbouch, il y a du piratage en matière de patrimoine immatériel, que ce soit pour les plats, les recettes. Oui. Je vais vous dire un truc. Il faut qu'on sache, il faut que tout le monde sache que quelqu'un qui, je ne vais pas dire qui crée, parce que le seul créateur c'est le bon Dieu, mais qui arrive à se baser sur quelque chose pour faire quelque chose. On va dire, il va créer un mélange d'épices, ou une chanson, ou une pièce théâtrale, peu importe ce que c'est. Il faut qu'il aille la déposer, il faut qu'il la mette, devant, il faut qu'il la protège, il faut qu'il en parle, il faut qu'on le valorise, il faut qu'on lui donne la chance d'en parler, de la montrer. S'il ne le fait pas, si quelqu'un d'autre vient le faire, il le fait à sa place. Pour tout le monde, ça n'appartient plus à celui qui l'a véritablement créé. D'ailleurs, au niveau de l'Onda, et au niveau de la SACEM en France, les personnes qui connaissent bien ce domaine-là, la chanson Darha X, il l'a déposé, il l'a défendu, on l'a validé, c'est bon, elle lui appartient. Idina Moulaha, le véritable Moulaha, c'est trop tard. Absolument. C'est ce que je veux dire. C'est très important. Donc les produits algérien dont on parle depuis tout à l'heure, il est important de le préserver. De préserver, le valoriser surtout. Absolument. Merci beaucoup Hakim Salhi. On a tellement de choses à dire. Absolument. En tout cas, merci Alyes Khelifati. Moi, je dois juste terminer mes phrases. Je remercie toute l'équipe qui m'ont aidé de près ou de loin pour réaliser. 3 minutes. Il n'y a pas de souci. On a 2 minutes 33. Toute ma famille, mes enfants d'Alger, d'Oran et ma. Il y a tous ceux qui vous aiment et qui vous soutiennent. Et les gens de Paris aussi qui nous regardent aussi. Amis, en tous les cas, Sahar Ramadankom, je tiens à présenter mes vœux pour le Ramadan, ce mois sacré de Ramadan, de piété et aussi de générosité, de partage, de spiritualité à toute la grande famille des Algériens des 4 coins du monde qui nous suivent. Sachez qu'on sera au niveau du restaurant Le Corso à Sidi Fradj pendant ce mois de Ramadan. On sera ensemble, on vous accompagnera avec une très très belle qa'da, comme vous l'aimez, tradition et coutume. On se fera un plaisir, vous allez sentir des senteurs, il y aura de très très belles choses. Je vous dis encore une fois, Sahar Ramadankoum, kol aam wa antum bkhair, wa thallaouna fil Jazair.